compte par radio. Je dis là il débarque, je vais plus pouvoir communiquer. Plus tôt dans la matinée, il avait tiré sur un policier en région parisienne et je m'aperçois que en fait il y a un danger réel. Il y a un danger réel parce que parmi eux, il puisse y avoir quelqu'un avec un objet, une arme, une bombe. Pour moi, là, je pense que c'est l'expérience la plus intense de ma carrière, c'est-à-dire que c'est pas une expérience où on a tiré, où on a fait ci, on a fait ça, mais c'est de sentir un danger non identifié. Et ça m'a questionné pour me dire, est-ce que finalement, si t'es soulagé, est-ce que t'étais fait pour arriver à cette unité d'élite ou non ? Bienvenue dans Parole de guerrier. Aujourd'hui, je reçois Samuel Nobilet, ancien gendarme. Il a passé plus de 20 ans au service du PSIG, de la gendarmerie d'antenne GIGN, à entraîner, encadrer et partir en mission. Aujourd'hui, entrepreneur, il a décidé de nous partager son parcours. Samuel, merci d'être ici, prêt à nous partager ton expérience ? Oui, Benjamin, et merci de ton invitation. C'est un honneur. Pour moi aussi, vraiment, ça me fait très plaisir de pouvoir te recevoir. Donc toi, tu es rentré en gendarmerie en 1999, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours ? Oui, 1999, donc j'avais 19 ans. Et j'accomplissais à ce moment-là un rêve de gamin, c'est-à-dire être gendarme. Alors, mon rêve était un peu plus large, c'était policier, gendarme, militaire. En fait, je savais pas trop. Mais c'est vrai que la gendarmerie m'intéressait car elle avait ce statut où on avait ce travail de policier et en même temps, on avait ce travail de militaire. Je me suis dit, purée, ça coche les deux cases, ça pourrait bien m'intéresser. Ouais. Donc, j'ai passé différents concours, police, gendarmerie, militaire, et puis certains que j'ai réussi, d'autres que j'ai échoué, et j'ai eu ce choix à un moment aussi de la gendarmerie, et j'ai intégré la gendarmerie. Super. Tu es rentré comme sous-officier au début ? Alors je suis d'abord rentré en tant que gendarme adjoint. Gendarme adjoint, ok. Voilà, donc c'était un travail qui venait d'être créé pour remplacer à l'époque les appelés du contingent, qui étaient les gendarmes auxiliaires. Et donc voilà, c'était un contrat de 1 an, renouvelable 5 fois. C'était rentré par la petite porte, parce que j'avais pas à ce moment-là les qualifications nécessaires pour être sous-officier. Il fallait idéalement le bac. Donc je me suis dit, en interne, ça va peut-être passer. Donc toi, t'as arrêté avant de passer ton bac, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'avais fait un BEP, transport et logistique. BEP, c'est l'équivalent CAP ? Alors, ouais, c'est à peine au-dessus. C'est un brevet d'études professionnelles qui permet d'avoir un métier. Ça ressemble au CAP et j'ai fait pendant 1 année conducteur routier. Super. Voilà, ouais, c'était sympa. Donc poids lourd. Ouais, c'est ça. Ok. Donc tu as été chauffeur poids lourd. À 19 ans, tu décides de t'engager sur ton rêve. Et là, le concours sous-officier, donc tu n'as pas le bac, donc tu n'as pas les qualifications requises pour présenter le concours. Et tu t'engages comme gendarme adjoint. Tu restes gendarme adjoint combien de temps ? Je fais 2 ans et demi. Ok. 2 ans en Corse, à Ajaccio. Et, sympa. Ouais, sympa. Première mutation, ça commence fort. J'étais très content. L'aventure commençait. Et 6 mois après, au PSIG de Fréjus. Donc là, ça commençait déjà les unités d'intervention. Ah oui, directement. Et dans un endroit encore sympa, le golfe de Saint-Tropez. Donc et t'étais encore gendarme adjoint ? Ouais, gendarme adjoint, ouais. Et après, pour devenir sous-officier, c'est un concours interne ? Comment ça se passe ? Oui, c'est ça. J'ai passé le concours en interne. Et donc là, il n'y avait pas besoin du bac ? Il n'y avait pas besoin du bac. Et aujourd'hui, c'est toujours... C'est toujours le cas. Ok. C'est toujours le cas. En interne, on peut passer. Il y a certaines épreuves qui seront un peu plus facilitées au niveau scolaire et on tiendra un peu plus compte de ce qui s'est passé sur le terrain en tant que gendarme adjoint. Oui, donc il y a une partie épreuve et une partie notation et ancienneté. Ouais, et pratique aussi, pratique du terrain. Super. Les 2 ans à Ajaccio, donc c'était quoi comme... C'était dans la départementale ou c'était... Alors, c'était dans la départementale, c'était pas exactement là où je voulais, puisque mes permis poids lourd m'ont du coup permis d'être intégré dans tout ce qui est la logistique. Ouais. Donc voilà. Et c'est vrai que à ce moment-là, moi directement, je voulais faire du terrain. Ouais. J'étais un peu frustré, je dois l'avouer, mais j'avais déjà vu
parce que j'avais passé aussi les concours armée de terre, que je voulais faire parachutiste, commando, et je voyais que l'armée de terre était intéressée, oui, mais pour aller dans le régiment du train. Or, je voulais sortir du milieu des camions, mais la gendarmerie m'a rattrapé et m'a utilisé pendant 2 ans sur cet emploi. Ok. Bon, ça, c'est un des côtés quand on a une qualification qui intéresse l'armée sur des postes sur lesquels elle a besoin de recruter. Ouais. Malheureusement, elle va faire son possible pour nous y placer. Bien sûr, c'est vrai. Et donc, c'est normal. Et chauffeur poids lourd, pour l'armée, c'est quand même du temps de formation pour envoyer quelqu'un qui n'est pas formé dessus. Donc, si on en a un qui est déjà formé. Et j'ai vu, moi, plusieurs fois des personnes qui avaient des spécialités très rares comme climatiseur ou des trucs comme ça. Où là, le gars, il voulait absolument aller sur autre chose, mais il était climatiseur. On lui a dit non, toi, tu vas aller là. Ça va te plaire, tu vas voir, ça va être trop bien. Bon. Ouais. Derrière, tu rentres au PSIG, donc à Saint-Tropez. Ouais. Après 2 ans, je trouve ça rapide, honnêtement, et c'est bien. Donc, tu as réussi à basculer très rapidement sur une spé opérationnelle qui a pu te plaire. Comment ça s'est passé, le PSIG ? Alors ça s'est bien passé. Je pense que le fait d'avoir été à Ajaccio juste avant m'a aidé personnellement, puisque à l'époque on avait une unité qui existait qui s'appelait le GPS. Bon, le GPS à l'époque il y avait eu des petites histoires avec une paillote avant que cette unité soit dissolue, mais c'était déjà une unité quand même d'intervention assez sportive. Et c'est vrai que de les voir passer devant mon petit magasin le matin m'a motivé moi-même à m'entraîner dur pour arriver à une unité d'intervention. Donc c'est vrai qu'en l'espace de 2 ans, j'avais que ça à faire, mon travail, quelques amis que je m'étais fait sur place et l'entraînement. Et voilà, à force de travail, j'ai pu intégrer ce PSIG. Et comment ça s'est passé pour rentrer au PSIG ? Tu as fait une demande en interne et derrière des tests ? Ouais, alors il n'y a pas eu de test, c'est sur dossier. Et il demandait une condition physique un peu plus améliorée par rapport à la normale. Et c'était sur dossier. Donc c'est simplement sur les notes de sport annuelles que tu peux avoir. C'est ça, les CCPM. C'est les CCPM aussi ? Non, j'avais un doute, je voulais pas m'avancer. Ok. Et les CCPM sont les mêmes dans la gendarmerie aujourd'hui que dans l'armée de terre ? Ou... ils ont changé il y a 2 ans encore et ça change pas mal. Ça évolue, il y a des nuances, mais elles sont pas non plus diamétralement opposées. Dans l'armée de terre aujourd'hui, c'est 2400 mètres, le 15 plus 85 en natation, 50 pompes. Et après, il y a la partie CCPS avec le tir. Donc, c'est à peu près ce qu'on retrouve. C'est à peu près ça. Parce que l'armée de l'air a gardé un ancien modèle CCPM. C'est la marine. La marine a gardé un ancien modèle CCPM et ils ont mis plus de temps à changer. D'accord. Et donc, je ne sais pas si pour la gendarmerie, c'est différent ou pas. Alors, c'est vrai que ça a changé régulièrement et surtout qu'on n'a pas exactement les mêmes barèmes entre les unités de terrain et les unités opérationnelles. Okay. Voilà, c'est un tout petit peu plus difficile pour les unités opérationnelles. Ouais. Donc, tu rentres au PSIG sur dossier ? Oui, tout à fait. Et derrière, comment ça se passe ? Il y a une formation initiale Non, alors en tant que gendarme adjoint, et on était encore donc là on était en 2000, il n'y avait pas de formation encore vraiment spécifique pour les PSIG. Ouais. On était sur un recrutement de brigadiers, donc de gens issus de la brigade, soit qui ne voulaient plus intégrer ou sortir de la brigade, ou chose assez particulière pour l'époque, les PSIG, c'était aussi pour ceux qui étaient punis. Ok. Ouais. Alors j'étais même si moi j'ai pas considéré ça comme une punition, mais j'étais dans une unité qui à cette époque-là recueillait des gens qui ne voulaient plus travailler en tout cas dans le milieu des brigades. On n'avait pas encore cette dimension qui est venue plus tard, vraiment intervention, c'était un peu plus patrouille, sécurisation, même s'il y avait des interventions sur le terrain. Mais elles n'étaient pas au niveau des PSIG actuels. C'était moins opérationnel. Après, une fois que les gendarmes départementaux ou mobiles sont un peu bloqués, qu'il faut vraiment envoyer des personnes en opération dans un bâtiment, c'était pas cette vision-là, et c'était des gendarmes qui patrouillaient et qui avaient des missions un peu variées. Oui, c'est ça. Okay. Disons que la sélection était simplement beaucoup moins draconienne qu'elle l'est actuellement depuis ces 10-15 dernières années. Et les missions aussi étaient, il faut le dire, un peu moins périlleuses. Le climat aussi ambiant
il se passait moins de choses. Il se passait moins de choses. Qu'est-ce que tu as pu vivre en tant que gendarme au PSIG quand tu as été affecté donc à Saint-Tropez et dans la région? Alors, en termes d'intervention, il n'y en a pas vraiment qui m'ont marqué énormément. C'était souvent les mêmes choses. On revient sur des cambriolages, puisqu'il y avait beaucoup de jolies propriétés là-bas. Mais cambriolage, du coup, c'est simplement constaté? Oui, alors constater, quelquefois, il pouvait arriver que les intrus sont encore présents, mais en général, le temps qu'on arrive, on voit le gyro assez loin, hein, surtout sur ces endroits-là, puisqu'on n'est pas très encombré au niveau paysage sur le golfe de Saint-Tropez, donc on se fait remarquer d'assez loin. Et voilà, donc du cambriolage, des conduites en état d'ivresse. Voilà, on pourrait pas dire qu'il y avait une lutte contre la délinquance. C'est pas un environnement où la délinquance est prégnante. Elle y est, et on n'est pas trop sur la petite délinquance ou sur le trafic de drogue. Du moins en 99, hein. C'était plutôt un secteur calme. Oui, c'est l'entre-deux, entre la French et entre, j'ai plus le nom, mais aujourd'hui, là, les nouveaux... Enfin, le groupe qui est à Marseille, qui s'est exporté en Belgique et tout. Ouais, c'est autre chose hein, maintenant. C'est clair. Ouais. Donc, tu as fait ça pendant combien de temps, le PSIG? Alors, j'ai fait ça 6 mois. 6 mois, ok. 6 mois avant d'intégrer l'école de gendarmerie de Montluçon, l'école de sous-officiers. Ok. Voilà, donc après cette école, une belle école hein, que je recommande. À l'issue de cette école, j'ai été affecté après en escadron de gendarmerie mobile à Versailles-Satory. Ok. Voilà. Et là-bas, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Donc là-bas, j'ai été intégré à un escadron de gendarmerie mobile pendant quelques années où j'en ai profité pour continuer à m'entraîner, puisque mon objectif à ce moment-là était d'intégrer le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Et forcément en étant à Satory. Voilà. Donc pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, au passage abonnez-vous. Satory, c'est là où il y a la base du GIGN. Et donc forcément pour quelqu'un qui aime l'opérationnel comme Samuel et qui se trouve juste à côté, j'imagine que ça doit donner envie. Oui, tout à fait. C'était vraiment un désir qui s'accomplissait. Hein. Déjà arrivé sur cette base hein, qui est gigantesque. Hein. C'est une ville dans la ville, Satory. Hein. Faut savoir que il y a à peu près 1500 gendarmes qui y vivent. Avec les familles, ça fait 5000. 5000 personnes. Il y a tout ce qu'il faut. Pharmacie, coiffeur, supérette, banque. Donc, Et une salle de sport qui est interdite aux militaires. Voilà, petit souvenir quand j'ai fait le défilé du 14 juillet, que je voulais aller m'entraîner et que c'est réservé aux gendarmes. Ouais, c'est vrai. Non, mais on comprend, c'est votre base, c'est normal. Et pendant le 14 juillet, si tout le monde allait à la salle, ce serait compliqué. C'est vrai qu'on les voyait souvent s'entraîner sur la piste du GIAT, 14 juillet, pendant 3 semaines, c'était assez intense. On le voyait. Et voilà, donc, alors 3 ans en gendarmerie mobile, après quelques déplacements, j'ai eu des opportunités pour passer des qualifications dans le domaine du sport, premièrement, qui était le premier niveau. C'était un sport pour ceux qui connaissent, et où c'était un EPMS et le moniteur d'intervention professionnelle, le MIP. Et voilà, à l'issue de ces formations, j'ai eu l'opportunité justement d'intégrer le service des sports qui refusait les militaires lors du 14 juillet, d'intégrer ce service pendant 5 années. Donc au service des sports, entre le complexe sportif, mais aussi la piscine. Il y avait une piscine à ce moment-là à Satory, alors qui existe toujours, mais qui a été déléguée à la ville. Hein. Maintenant, en termes de budget, c'était compliqué. Et dans cette piscine de Satory, c'est vrai que j'ai pu passer des examens, que ce soit pour passer le BNSSA, puis plus tard le BESAN, hein, qui est devenu maintenant un BP. Donc voilà, des diplômes sportifs qui me permettaient d'encadrer et d'enseigner les techniques de natation. C'est là où j'ai vraiment pris goût avec ce diplôme-là, plus le moniteur de sport et d'intervention, à la pédagogie et à l'enseignement des techniques, qu'elles soient sportives ou professionnelles. Ok, super. Donc, à ce moment-là, moniteur EPMS, t'es passé par Fontainebleau? Oui, c'est ça. Ok. Donc, tu fais ton moniteur EPMS, puis monitorat d'intervention professionnelle.
Et ensuite, tu retournes à Satori donc pendant 5 ans comme moniteur des sports. C'est ça. Et comment ça s'est passé la transition, donc gendarmerie mobile, à une unité vraiment purement en formation, enfin être formateur en fait. Ouais. Alors, elle s'est fait en douceur puisque j'étais toujours sur Satori et détaché au sport, au profit des sports, détaché d'un escadron de gendarmerie mobile au profit des sports. Donc je pouvais à tout moment rebasculer en escadron sans problème ou s'ils avaient besoin de renfort. Et au fur et à mesure du temps, ce détachement est devenu quasiment une mutation puisque ça a duré 5 ans jusqu'à mon départ. Ok. Ouais. Et ton départ après c'était pour la Martinique ? Ouais, c'est ça, pour la Martinique. Où tu es, du coup, en Martinique, tu es parti en antenne GIGN, c'est ça ? Oui, c'est ça, en antenne GIGN. Ok. En Martinique. Quelques années auparavant, 2 ans auparavant, j'avais tenté les tests GIGN, donc le GIGN historique de Versailles-Satori. C'est vrai que j'avais vraiment eu du temps pour me préparer. Donc les tests avaient bien fonctionné, j'avais fini bien classé. Mais après, sur la partie formation, j'ai pas pu continuer au bout de la 3e semaine, notamment sur mes séquences de tir qui n'étaient pas à la hauteur de ce que cette unité d'élite attendait. Voilà, il fallait des tireurs d'élite et j'avais pas une vision optimum pour faire mouche à chaque fois. Donc, c'est-à-dire une myopie Ouais, en fait, pendant mes entraînements, en fait, en l'espace de 2 ans, ma vue a baissé énormément. Ok. Ouais, j'ai basculé d'une vue de 10 dixièmes sur l'œil directeur à 3 dixièmes. Ah mince, ouais. Ah oui, ouais. C'est énorme. Ouais. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 28 ans. 26 ans, pardon. 26 ans. Ouais, c'est tardif pour une baisse. Ouais. Tu devais rester en intérieur ou qu'est-ce qu'il y a eu qui a pu... Non, je pense que c'était génétique. Mes 2 parents ont eu cette myopie à peu près au même âge aussi. Ok. Ouais. Donc, effectivement, un retard et du coup des désillusions qui commençaient à arriver, puisque au moment où je vais pour passer les tests, je suis classé Y3, donc je ne peux pas à ce moment-là passer les tests. C'est Y2 pour le GIGN ? C'était Y2, oui, tout Y2. à fait. Donc Y, c'est sur le test CIGICOP, je précise pour les personnes qui nous regardent. Le test CIGICOP, c'est un test médical. En gros, c'est une note médicale avec S supérieur, I inférieur. Et en fait, après, on a Y, c'est les yeux. Et en fait, c'est une note qui permet de déterminer à quoi on est apte ou pas. Et donc moi j'étais Y3 aussi, avant de me faire opérer des yeux et devenir Y2. Et Samuel du coup était Y3 et s'est retrouvé trop proche des tests pour une opération des yeux. Et en fait après une opération des yeux, faut compter minimum 6 mois avant de récupérer son aptitude opérationnelle. Donc ça n'aurait pas pu le faire pour le GIGN sur cette année. Après il aurait fallu décaler ou retenter une année plus tard. Ouais, tout à fait, tout en faisant attention. Si je me faisais opérer, à pas recevoir de coups au niveau des yeux. Ça, on va dire que normalement ça va, ça dépend des techniques d'opération. Moi justement, je fais de la boxe anglaise, je me suis fait opérer, j'ai choisi une technique d'opération qui n'est pas du coup sujette aux blessures. Mais effectivement, en fait, donc moi j'ai fait la technique PKR qui permet de continuer les sports de combat. Mais si on fait un LASIK ou un smile, derrière, le risque est que la cornée s'arrache. Ouais. Donc, il faut pas rigoler avec ça. Parce que plus de cornée, globalement, après, on finit aveugle. Enfin, c'est fini. Ouais. Mais je connaissais pas cette nouvelle technique. Alors, en fait, c'était une des premières techniques. C'est une technique très violente. Et donc, aujourd'hui, ça se fait presque plus. Parce que c'est très douloureux et j'ai passé une semaine horrible. Aujourd'hui, on a des techniques qui font presque pas mal et en fait, on sort, on voit. Le PKR, on passe 3 jours à rien voir, à être dans le noir. D'accord. Donc c'est pour ça que ça se fait moins, mais c'est une technique qui est plus protective, qui protège mieux l'intégrité de l'œil. Parce qu'en fait, on vient pas découper en gros complètement l'œil. Maintenant, là, on rentre vraiment dans la partie médicale. Non, mais c'est très intéressant, je pense même pour nos auditeurs, d'avoir ce genre
de messages parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes de vision. Je pense que c'est un problème récurrent et de plus en plus. On passe de plus en plus de temps derrière les écrans. Donc, c'est important de savoir qu'il y a aussi d'autres méthodes qui peuvent permettre justement de pouvoir après pratiquer des sports de combat, même si c'est douloureux. Mais bon, quand on pratique du sport de combat, la douleur en général, on est prêt à l'accepter. Bah, les coups à côté, ça va. C'est du plaisir. Alors, je ne veux pas vous faire peur. Donc, tu réussis les tests du GIGN, les tests du GI. Alors, j'ai plus en tête, mais c'est sur une semaine ? Oui, c'est ça, c'est sur une semaine. Et ensuite, il y a quelques semaines d'intervalle et tu pars pour 3 mois de formation initiale. Oui, tout à fait. Et sur les 3 mois, tu peux être éliminé à tout moment. Ouais. Si ça le fait pas, tu pars. Et du coup, ça s'arrête là pour toi. Ouais, complètement. Donc déjà, je m'estimais heureux d'avoir pu passer les tests et puis partir au prestage parce qu'avec cette Y3, je n'aurais pas pu. Mais j'ai eu... Donc à ce moment-là, tu étais encore Y2, ça n'avait pas été... Non, j'étais Y3 et c'est là où il y a eu un concours de circonstances. C'est plus tard que j'ai réalisé un peu ce qui s'est passé. C'est qu'on avait un des capitaines qui était au GIGN, qui venait régulièrement, que je côtoyais au service des sports. Et bon, c'est vrai que je fais part à un moment donné ma déception. Il savait que je m'entraînais depuis pas mal de temps pour réussir les tests. Et dire que je ne pouvais pas les présenter à cause de cette Y3. Je ne sais pas s'il y a un lien ou non, mais 2 semaines après, il y a eu un message comme quoi le GIGN acceptait les Y3. Donc, sûrement un problème de recrutement à ce moment-là. Mais j'ai saisi ma chance, en tout cas. Ah bah, normal. J'ai saisi ma chance. Et je suis arrivé avec mes binocles, parce que c'était pas possible sur le terrain. Ah oui, tu voyais plus rien. Sur le tir, il fallait que je sorte. Oui, mais même, en fait, t'avais tes lunettes tout le temps, sinon ? Non. Okay. Ah oui, que pour le tir. Ouais, que pour le tir. Que pour le tir, mais là, ça devenait compliqué, surtout que c'était donc le prestage se fait en saison hivernale, donc très compliqué de sortir les binocles, d'avoir la buée sur les lunettes. Je comprends, je suis passé par là. Dans l'armée, avoir des lunettes, c'est horrible. Vraiment, c'est juste horrible. Alors, en bureau, ça va, mais en terrain... Oh là là. Et ça, plus moi, c'était pendant mes classes que j'avais des lunettes, ça, plus le camouflage. Qu'on est obligé de se mettre sur chaque terrain pendant les classes, du coup on a les lunettes qui sont recouvertes de buée, de traces de camouflage, on voit rien. Exactement. Et pendant le tir, mes premiers tirs, vraiment j'avais du mal, et parfois on faisait du tir à 100 mètres, j'arrivais pas à tirer sur la cible. Après je me suis fait opérer des yeux, et là c'était 20 sur 20 à chaque tir, et c'était tranquille. Ça change tout. Ah, ça change la vie. Ouais, ça change tout. Conseil aux auditeurs, les unités opérationnelles avec des lunettes, c'est compliqué. J'ai essayé pour vous, ça marche pas très bien. Quand on veut essuyer sa buée avec ses doigts pleins de boue, ça va pas mieux. Donc voilà, maintenant c'est vrai que les techniques d'opération des yeux fonctionnent quand même bien. Il y a peu de retours négatifs, donc faut en profiter. Carrément. En plus, quand on est militaire, faut le savoir, c'est pris en charge quasiment à 100%. Dans mon cas, moi, j'ai pu être pris en charge à 100%. Et si on s'organise bien, on le fait Alors, attendez bien d'avoir 23 ans à peu près pour le faire, à part s'il y a une myopie tardive. Mais il faut le faire une fois que la vue est stabilisée, et ça permet de vraiment corriger la vue définitivement. Et l'armée prend ça en charge en très grosse partie ou totalement. Donc, comment ça s'est passé pour toi, la partie stage, les 3 semaines que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu l'as vécu? Alors, j'ai beaucoup apprécié ces moments. Après, apprécier, ça veut pas dire que j'ai trouvé ça facile, loin de là. J'ai trouvé ça quand même compliqué au niveau moral. Au niveau physique, si on est bien préparé, comme je dis, j'avais pas d'excuse par rapport à d'autres à ne pas être préparé physiquement. J'étais au service des sports, donc j'avais aucune excuse. Donc j'étais préparé physiquement. Mentalement, je pense qu'on n'est jamais assez préparé. Et quand j'ai dû arrêter le stage, parce que les tirs n'étaient pas bons, j'ai été surpris à ce moment-là d'avoir un certain soulagement. Et ça m'a questionné. Ça m'a questionné pour me dire, est-ce que finalement, si tu es soulagé, est-ce que tu étais fait pour arriver à cette unité d'élite ou non? Donc c'est pour ça, il n'est pas dit que malgré que la vie aurait été bonne, je serais allé jusqu'au bout. Je ne sais rien du tout. Voilà. Donc ça s'est arrêté là. J'ai une forme de soulagement. Peut-être que c'était pas fait pour moi. Est-ce que tu as aussi eu de la déception ou c'était que du soulagement? Une déception sur le coup, bien sûr. Et quelques jours après, un soulagement.
d'autres choses s'ouvraient à moi, d'autres opportunités s'ouvraient à moi. Et une page était tournée à ce niveau-là. Et je basculais sur autre chose. Ça vient aussi peut-être d'une habitude que j'ai, qu'on m'a apporté aussi, hein, d'avoir toujours 3 cordes à son arc. Ne jamais tout miser sur quelque chose. Et je dirais cette habitude qu'on m'a transmise, je l'applique pour tout. Donc j'ai vu trop de personnes qui ont tout misé pour arriver à tel ou tel niveau, et quand ça s'est pas passé comme ils le voulaient, leur vie semblait à ce moment-là s'écrouler, parce que c'était pas mon cas. Je suis pas arrivé, tant pis. On passe sur autre chose. Carrément, savoir rebondir, c'est important. Ouais, c'est important d'avoir. Alors, toi, tu parles d'avoir plusieurs cordes à son arc. Moi, je parle souvent de stoïcisme, de rester stoïque dans l'action. En fait, si on échoue, si les choses se passent pas comme on l'a voulu, c'est pas grave. Se lamenter, ça va faire qu'empirer la situation. Faut avancer, faut rebondir et repartir. Et c'est ce que tu as fait. Et ça, on peut que l'applaudir. Et c'est là aussi où il faut savoir faire la différence entre insister, parce que la persévérance aussi va payer, et quelquefois sentir que est-ce que c'est bien ce qu'il faut pour moi, pour ma vie, pour ce que je veux, pour ma vie de famille, pour ma vie personnelle, pour ma vie sociale. Donc tout ça, c'est des questionnements que je me suis posé juste après, et qui m'ont dit, là, je ne retenterai pas. Je ne retenterai pas cette unité d'élite à proprement dite. T'avais une femme, enfant à ce moment-là ? Oui, ouais. J'avais ma femme, on projetait d'avoir des enfants. Ok. Ma femme donc, était... grosse question, forcément, à ce moment. Ouais. Ma femme était très soulagée. Ouais. Quand elle m'a vu revenir. Je comprends. Et puis peu de temps après, c'est vrai que j'ai pu avoir... ça, les unités opérationnelles, j'ai pas rencontré un seul opérateur FS, GIGN ou quoi qui le disent pas. C'est un sacrifice. Ouais. Pour la famille, c'est toujours un sacrifice. Hein. C'est-à-dire que on fait le choix de la carrière avant tout. Et là, réellement, on dit ma première femme, c'est la gendarmerie, c'est l'armée, c'est mon unité. Et la vie de famille passe après. Ça veut pas dire qu'on n'en a pas. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas être père de famille, qu'on ne peut pas avoir une vie de famille épanouie. Mais ça veut dire qu'on sacrifie quand même énormément de temps avec sa famille. Donc, je comprends tout à fait le soulagement de ta femme à ce moment-là, et que tu puisses repartir plus serein pour ta vie de famille à ce moment. Donc, après ça, tu passes à un autre concours pour les antennes GIGN, ou à ce moment-là, il n'y avait pas de concours? Comment ça s'est passé? Non, en fait, on arrivait à une période où les antennes GIGN étaient créées, puisqu'on avait à l'époque, ça s'appelait de mémoire les GPM, puis les GPIOM. Donc les GPIOM qui étaient formés par le GIGN, qui ont basculé, les appellations après ont changé pour concurrencer le RAID, qui faisait ses antennes RAID. Ça s'appelait après antenne GIGN. Donc on était sur cette formation-là de ces unités-là, et cherchaient des gens qui avaient fait les tests et le prestage opérationnel, qui leur convenaient, mais qui n'avaient pas le niveau requis, qui soit technique, physique, où on tire dans mon cas. Donc ils prenaient ceux qui étaient qui avaient postulé au GIGN, mais qui n'étaient pas assez bons pour y rentrer, mais qui avaient quand même un très bon niveau pour faire autre chose. Voilà, c'est ça. Et voilà, où il n'y avait pas la prétention d'être tireur d'élite ou parachutiste. Voilà, ce qui était mon cas. Donc donc intégration de cette antenne GIGN, donc 3 ans en Martinique. Ok. De 2010 à 2013. Là-bas, on est surtout sur du trafic de drogue, en fait, sur des débarquements de stupéfiants. Donc, l'image qu'on peut avoir... vacances. Elle est pas trop là. Oui. Et pareil, antenne GIGN, on voit souvent GIGN, prise d'otage, etc. On en a fait très peu là-bas, pour dire, je n'ai même pas de mémoire. Moi, personnellement, pendant les 3 ans, on a fait une prise d'otage. On a fait ce que tout homme de terrain fait là-bas. Il peut y avoir quelquefois une séquestration, quelque chose, suite à une dispute dans un couple, etc. Donc on était vraiment ciblé sur le débarquement de drogue. Donc c'était très intéressant aussi. Et ça a duré 3 années intenses au niveau professionnel, où il est vrai qu'on ne profite pas tant que ça finalement de l'île. Alors on en profite quand on est en week-end, mais même en week-end,
On a notre portable qui est là et on est rarement à pouvoir éteindre son portable. Ok. Et voilà, parce que... Donc, il n'y a pas de rotation, vous êtes toujours d'alerte. Alors, il y a un système d'alerte 1, alerte 2. Ok. Voilà. Donc vous êtes au minimum d'alerte 2. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de vrai repos où on peut couper complètement. Non. Et vous êtes soit alerte 1, soit alerte 2. Voilà, et est-ce que c'est possible de partir en permission à l'étranger ? Oui. Par contre, quand on est en permission, on peut partir. Okay. À l'étranger, c'est sous autorisation. Oui, voilà, mais comme les militaires de manière générale. C'est les mêmes règles, pas... Oui, et on n'est pas inquiété à ce moment-là quand on part en permission. C'est vraiment nos vacances, on risque pas de nous rappeler. Enfin, on risque pas de nous rappeler. Tout est possible, mais ce serait vraiment une catastrophe si on est rappelé. Ouais. Donc, et ce qui arrive, pour ainsi dire, pas. Ouais, carrément. Donc, je vais juste préciser pour ceux qui nous écoutent encore une fois, on ne peut pas partir dans tous les pays où on veut quand on est militaire. En fait, il y a des zones, pour faire simple. Par exemple, en Union européenne, on peut partir comme ça où on veut. Il faut simplement avertir son supérieur. Par contre, si on veut partir dans un pays d'Amérique du Sud, pays d'Asie, là, il faut faire une demande. Et en fonction du pays, la demande va remonter plus ou moins loin. Et il y a des pays dans lesquels il est interdit pour un militaire de partir, sauf mission ou sauf accord exceptionnel. Et donc, il faut anticiper ça sur ses vacances. Et il y a des pays qui seront fermés quand on est militaire. Après, faut pas s'en faire, hein, c'est que quelques pays et c'est pas une raison de ne pas rentrer dans l'armée. Quelles sont les missions qui ont pu te marquer quand tu as été... Alors, mais même de manière générale, quelles sont les missions qui t'ont le plus marqué au cours de ta carrière ? Alors, étonnamment, les missions qui m'ont marqué sont pas forcément à l'antenne GI, puisqu'il y a un avantage qui peut être un inconvénient aussi. C'est qu'on est très bien équipé, très bien entraîné, et on est nombreux quand on arrive sur une opération. Du coup, l'adrénaline est diluée. Chose qui n'arrive pas sur des unités d'intervention plus petites, comme des PSIG, voire même en brigade. Je parlais tout à l'heure aussi de la brigade, puisque j'ai pu faire la brigade, où on arrive à un ou deux gendarmes, et là, face à l'événement, et à les gérer sans beaucoup de moyens. Donc voilà, une mission, si je devais ressortir une mission à l'antenne GIGN qui m'a marqué, c'était sur un débarquement de drogue via des yoles. Des yoles, c'est des embarcations typiques des Antilles. C'est une pirogue ? Ouais, c'est comme une pirogue, c'est une longue barque en bois avec un ou deux moteurs assez puissants derrière, un peu disproportionné par rapport à l'embarcation, qui permet de traverser entre les îles qui sont aux alentours, donc Sainte-Lucie ou la Dominique, donc leurs marchandises. Donc en moins d'une heure, ils peuvent arriver sur les plages martiniquaises, débarquer entre 10 à 150-200 kilos de marchandises. Donc, et là, c'est cocaïne principalement ? Ouais, il y a un peu de tout, cannabis et cocaïne, ouais. Les deux. Après, il y a des choses des fois un peu plus exotiques, mais principalement, c'est ça. Ouais, il y a des fois aussi un peu des armes, ça peut arriver aussi. Donc voilà, il faut savoir que ce sont quand même, les Antilles sont des plateformes, des plateformes tournantes de la drogue, et c'est très facile, vu qu'il y a de nombreuses plages, de partir d'une de ces îles et livrer la marchandise sur un domaine comme ça d'outre-mer. Sachant que dans ces îles en face, on va pas dire que la culture y est autorisée, mais on va dire qu'elle est quand même plus ou moins tolérée. Quand on va se promener sur ces îles-là, on voit régulièrement quand même des champs conséquents. En extérieur ? Ouais, en extérieur. Ok. Ouais. Donc voilà, on avait ces débarquements, et puis un jour, donc je suis, donc c'est la nuit. On se répartit, on est une quinzaine ce soir-là sur la plage, et on attend notre débarquement qui doit arriver à peu près vers 2h du matin. Et vers 1h, un bruit de yole arrive, et là, l'observateur qui nous signale que voilà, il y a 5 individus, dont certains armés, parce qu'on arrive à voir, on a des jumelles qui permettent de voir la nuit, des identifications de lumière, intensificateurs de lumière. Et en fait, nous on est répartis à peu près distants les uns des autres d'une trentaine de mètres.
Donc Ok. voilà, moi je suis derrière un petit buisson, pas le plus épais, et c'est le seul que j'ai trouvé à ce moment-là. Et pas de chance, la yole débarque juste en face de moi. T'es allongé? Ouais, je suis allongé sur donc un buisson qui fait pas plus d'1 mètre de hauteur, sur 1 mètre de large. Il y a des palmiers un peu au-dessus, et je suis à peu près à 10-12 mètres de la plage. Et voilà, juste en face, il débarque. Je rencontre par radio. Je dis, bah là, il débarque juste en face de moi. Je vais plus pouvoir communiquer. Et donc, je me prépositionne. Je suis isolé. Je suis en plus en armement léger à ce moment-là. Hein. J'ai juste mon pistolet sur moi. Et quand il débarque, donc je vois les 5 personnes qui débarquent et qui commencent à discuter. Alors sur les 5, pardon, il y en a 3 qui débarquent et 2 qui restent sur la gueule. Voilà, ils attendaient d'autres personnes pour passer la marchandise qui étaient eux-mêmes cachés. Et à ce moment-là, nous, il faut savoir, je donne pas nos méthodes, hein, mais j'ai quand même, pour arriver jusqu'à là, mais je me pose la question, est-ce que les personnes qui attendent sont pas juste derrière moi? J'ai un moment de solitude. Oui, parce que l'objectif, c'est d'avoir du flagrant délit et d'avoir la transmission de marchandises, Tout à fait. d'avoir des photos et à ce moment-là d'intervenir et choper tout le monde pour pouvoir les... Exactement. Et à un moment, les personnes s'écartent un peu, ce qui me permet d'avoir une transmission radio pour dire, ils sont là, est-ce qu'on a ce top-action? Parce qu'il y a quand même, même s'il n'y a pas l'échange de marchandises à ce moment-là, il y a la marchandise. Il y a la marchandise, et il y a surtout un danger pour moi. Clairement, si je suis décelé, ça va vite qu'en frais. Et j'aurais pas forcément le dessus à ce moment-là. Je suis tout seul, les autres sont à peu près une trentaine de mètres, donc le temps qu'ils arrivent dans le noir, et ils sont aussi isolés, un par un. Et donc j'entends par radio que j'ai réglé vraiment au minimum. À ce moment-là, tous les bruits s'intensifient. On a l'impression vraiment que tout résonne en fait, hein. Et que c'est pas la bagnole, c'est pas celle qu'on attend, c'est pas celle-là. Donc que si je me fais déceler et si on doit les interpeller, ça fait capoter toute la mission. Toutes les enquêtes qui ont été faites avant tombent à l'eau pour quelque chose dont on ne sait pas d'où ils viennent. Oui, on va toper la marchandise, sauf qu'on n'a pas les têtes derrière. Alors que si on patiente, on aura, s'ils arrivent bien là, on aura ceux qu'on suit avec les têtes. Et c'est tout un réseau qu'on peut faire tomber. Et finalement, on voit trois personnes qui sortent aussi des bosquets un peu plus loin, qui les rejoignent, qui prennent la marchandise et la yole repartent. Voilà. Donc j'ai eu un petit moment de solitude là, parce que j'étais vraiment pas en position de pouvoir faire grand chose, puisque j'étais à plat ventre, le pistolet sous moi, et la personne à moins d'une dizaine de mètres avec son fusil. Et pour la petite histoire, 1 an avant, c'est un de mes collègues dans la même situation qui s'était fait tirer dessus et qui a eu une balle qui est passée sous le gilet pare-balles, hein, au niveau du bas-ventre, au niveau de l'abdomen. Et il s'en est sorti vivant, mais gravement blessé. Et le pauvre camarade a galéré pas mal avant de retrouver, pas toutes ses aptitudes, mais au moins retrouver du service dans les bureaux. Ouais. Donc c'était encore frais et on était confronté à la réalité qui pouvait tomber là immédiatement. Et t'as un gilet simple, donc un gilet type police à ce moment-là, ou c'est gilet d'intervention plus gros Non, à ce moment-là, on a des gilets plutôt légers parce qu'il faut être très mobile. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que les gilets lourds, on va plus surtout les utiliser pour ces interventions domiciliaires ou si on va sur un barrage. Mais à partir du moment où on a besoin de se cacher, d'être mobile, voire de les poursuivre, il faut qu'on soit léger. Et comment ça se fait que sur ce type d'intervention, t'es pas un pistolet mitrailleur ou... C'est trop encombrant. Ok. Alors on en aura d'un dispositif d'un côté et de l'autre, mais un dispositif comme ça, la plage fait 200 mètres. Ouais. Donc ça fait sur une dizaine de gendarmes,
Voilà, on les assure à certains points. Mais c'était pas là où j'étais. Ok. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la deuxième miaule arrive? Est-ce que... Ouais, la deuxième miaule arrive, effectivement. Elle arrive avec du retard. C'était prévu vers 2h, elle arrive, c'était 4h. Ok. Et donc, en fait, ils ont été interpellés. Alors, ils ont débarqué à un autre endroit de la plage. C'était d'ailleurs pas la plage qui était prévue. Ok. Mais sur une plage qui était pas trop loin. Donc, on a levé le dispositif une fois que l'aïeul allait sur l'autre plage pour les réarticuler un peu au dernier moment. Et ça s'est fait. Ok. Ça s'est fait, on a réussi à les avoir. Et dans ce type d'intervention, est-ce qu'il y a des échanges de feu fréquents ou Non. Non. En général, ils posent les armes et Ouais, ils coopèrent? Ouais, en général, ouais. Alors, ça arrive, mais de manière générale, à partir du moment où ils savent qu'ils sont pris... Et que c'est la gendarmerie, ils cherchent pas. Ouais, ils cherchent pas. Donc ça arrivait en avant, hein, ils ont tiré. Mais on va dire, c'est pas non plus une riposte systématique, c'est même assez rare. Ok. Oui, c'est un peu comme avec les orpailleurs en Guyane. Quoi. C'est une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient perdu, enfin ils essaient de s'échapper, une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient perdu, ils disent ok, on suit et on coopère. C'est ça. Et ils s'échappent, ils arrivent souvent à s'échapper. Hein. Ils sont la nuit, voilà. On a quand même des personnes qui souvent connaissent les lieux, qui sont nées là-dedans. On a des zones de mangroves aussi régulièrement. Ouais. Donc c'est très facile de s'échapper. Et nous, malgré qu'on soit en léger, on sera moins rapide qu'eux. Dans la mangrove avec un gilet, si ça, il faut commencer à aller dans l'eau et tout. C'est compliqué. Ok. Et j'avais vu moi une photo il y a quelques années c'était une photo de membres d'une antenne GIGN. C'était dans un livre, une revue type OPEX 360. Enfin, je me souviens plus de la revue. Et on voyait du coup un entraînement de gendarmes qui avaient un gilet pare-balles et ils étaient en short camouflage avec une chemisette, enfin un truc comme ça. Et après, j'avais vu cette photo-là tourner sur les réseaux. Et est-ce que c'est fréquent pour vous de s'entraîner en short, t-shirt, chemise, ou est-ce que c'est vraiment anecdotique? Alors après, je dirais que tout dépend du commandement. En fonction du commandant d'unité, il peut avoir plus ou moins de souplesse à ce niveau-là. Nous, à ce moment-là, on n'avait pas une grande souplesse. Hein. On avait quand même un commandement. Il faut savoir que le commandement qu'on avait à ce moment-là ne passait pas, lui, par le GIGN. C'est-à-dire qu'on avait un commandement qui venait uniquement sur dossier et qui n'était pas obligé de faire, lui, le stage GIGN. Okay. Voilà. C'est devenu obligatoire peu de temps après parce que ça créait des dissonances au niveau... entre l'effectif qui, eux, étaient obligés et les commandements qui ne l'étaient pas. Mais on était à une période vraiment de transition, de création. Voilà, où c'était assez rigide en termes de... Voilà, il y avait très peu de marge de manœuvre à ce niveau-là. Donc je pense que c'était... voilà. Donc t'as pas connu le short Non, on avait bien chaud, nos instructions étaient faites en combinaison intégrale avec gilet et même plaque. Okay. Pour bien sentir que, voilà... Ok. Travailler dans des conditions réelles. Carrément. Donc, là, pour toi, quand tu y étais, les semaines, c'était combien d'heures de travail à peu près? Parce que là, du coup, tu nous parles d'une intervention de nuit. J'imagine que la plupart des interventions de drogue et d'échange de marchandises, ça se faisait beaucoup la nuit. Forcément, on est dans le noir, on peut facilement dissimuler. La journée avant ce type d'opération, c'est du repos, tu travailles aussi. Comment s'articule la semaine classique? Et combien d'heures tu travaillais en moyenne, si tu arrives à nous expliquer ça? Oui, alors on travaillait avec un système d'alerte, hein, une alerte 1, alerte 2. L'alerte 2, c'est la plus souple. Donc on partira sur une intervention que si la première équipe est dépassée. Donc c'est une semaine où en général on va s'entraîner techniquement, avec justement une phase d'instruction où il y a des techniques d'arrestation, techniques de tir, techniques d'interception de véhicules, etc. Et une partie aussi physique dans la journée, compter à peu près au moins 2 heures d'activité physique sportive ou de sport de combat dans la journée. Et cela pendant une semaine. L'autre semaine, donc quand on est en alerte 1, on sait qu'on va travailler de nuit. Donc il va y avoir, en général, il n'y a pas très peu d'instructions, donc le sport est libre en fonction de son état de fatigue, et la matinée, voire l'après-midi, est là pour préparer la mission du soir. Et une fois que la mission est accomplie, du soir,
certains vont continuer parce que des fois, le fait de réussir une mission enchaîne sur une autre mission. Et une autre partie de l'équipe, elle va pouvoir se reposer et tournera après le soir d'après. Donc quand on en alerte une, j'ai jamais compté les horaires, mais il valait mieux pas en fait. Et niveau vie de famille, comment ça s'est passé ? C'était pas simple. Ouais, c'était pas simple, surtout pour mon épouse, puisqu'on est arrivé en Martinique, ma femme venait d'accoucher 3 semaines avant. Ouais. En métropole, donc on a embarqué notre petite, elle avait 3 semaines en Martinique, et c'est vrai que pendant ces 3 années, ma femme m'a pas beaucoup vu. Voilà, on se voyait les week-ends, quand j'étais pas appelé. Ça n'a pas été une période facile pour elle, ouais, clairement. Et vous viviez sur la base ou c'était quoi ? Ouais, alors il y avait une caserne. Moi j'ai eu alors la chance ou pour certains le pas de chance, je sais pas. Pour ma famille, je pense que c'était une chance. On était, nous, hors caserne. Ok. Voilà, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la caserne. Ce qui était à la fois un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que sur un système d'alerte, il faut être très réactif parce qu'il me fallait peut-être 10 minutes de plus par rapport à d'autres pour être présent sur place. Et après, ça permettait par contre de vraiment couper par rapport au travail. Sans recroiser forcément un collègue, un supérieur qui m'a dit au fait, tiens, t'as fait ci, t'as fait ça. Bon, voilà, ça permettait vraiment de couper. Donc, c'est pas mal non plus. Carrément. Alors, quand on fait Saint-Cyr, on a 2 ans où on est sur base. Mais après, pour l'armée de terre, une fois les classes terminées, normalement, tout le monde habite. La majorité vont partir vivre à la maison. Du coup, prennent un appartement ou une maison à l'extérieur. Il y a pas mal de militaires du rang quand même qui restent habités sur base. Et c'est vrai que la transition, passer de base à avoir son propre appartement ou sa propre maison, ça fait une bonne différence et ça permet de couper, de se reposer, de se dire bon, là, c'est chez moi, il peut rien m'arriver, je suis tranquille. Et c'est juste le téléphone, faut pas le regarder. Ouais, c'est ça. Bon, après, non, ça va. Hors unité opérationnelle, ça va normalement. Ouais, je pense que c'est un vrai avantage, la vie en caserne, tant qu'on n'a pas de famille. À partir du moment où une famille, ça a ses avantages, notamment un lieu sécurisé, où les enfants peuvent s'épanouir, retrouver leurs copains, etc. Bon, moi, mes enfants étaient en bas âge, donc c'était tout bébé. Donc voilà, c'était vraiment pas un inconvénient d'être en extérieur. Carrément. T'es resté 3 ans en Martinique. Qu'est-ce qui t'a amené à changer et qu'est-ce que t'as fait après ? Alors c'était la fin de contrat, c'était 3 ou 4 ans. Okay. Il y avait quand même un sacrifice au niveau famille. Donc 3 ans, c'était bien. Ça m'a permis de faire le tour de l'île, le tour des missions. Et à l'issue, j'ai intégré une école de formation à Châteaulin en tant qu'instructeur, instructeur sport et IP aussi. Soit instructeur en intervention professionnelle. Okay. C'est des techniques d'intervention. Alors des techniques qui étaient différentes de ce qu'on faisait en antenne GIGN. C'est des techniques adaptées à tous. Ok, donc là c'est technique combat et technique d'arrestation d'une personne, comment on rentre dans un bâtiment, oui, comment on pose des questions en garde à vue, peut-être ce genre de... Oui. Alors, t'as bien résumé, et t'as même employé le mot de combat. Et oui, effectivement, avant de parler de combat, on pourra parler d'arrestation. Donc ça va être des techniques d'abord d'arrestation, ce qui est l'essence même du moniteur d'intervention professionnelle, du MIP. Donc enseigner des techniques d'intervention et d'arrestation soit à main nue, soit avec armes. Voilà, différents types d'armes, qu'elles soient à feu ou des armes non létales. Et après, dans ces écoles, il y a aussi une notion de combat. C'est pour ça que faut pas oublier que la gendarmerie a quand même un statut de militaire et un enseignement de combat de base. Voilà, donc que tout militaire fait durant ses classes. Donc en tant que instructeur, on va dire j'avais ces 3 casquettes, combat, technique d'intervention et la partie sportive aussi. Voilà. Super. Donc tu restes là-bas pendant 4 ans ou... Oui, je reste 3 ans. 3 ans, ok. 3 ans. Et après ça, tu passes sur les drones ou... Ouais, alors sur ces 3 ans, je passe du coup le niveau 2 en sport, le CT2 sport, qui permet de chef de cellule sportive. Et une fois que c'est fait, effectivement, je bascule en gendarmerie de transport aérien
à Orly, en psych sabre. Et c'est là-bas, effectivement, où je vais passer d'autres qualifications liées à l'aéronautique. Super. Ouais. Donc, ensuite, tu rentres en psych sabre. Ouais. Quelle est la différence psych sabre et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier à ce moment-là? Alors, donc là, on est sur la création justement de ces fameux psych sabres, donc des psych plutôt classiques dont on avait parlé en début d'émission, qui demandaient pas de compétences spécifiques, si ce n'est une condition physique, on va dire légèrement supérieure à la moyenne. Là, depuis quelques années, face à notamment la menace terroriste, les psychs s'étoffaient de plus en plus de personnel qualifié, et la gendarmerie a décidé donc de qualifier certains psychs avec une dimension antiterroriste. Donc, ils ont appelé ces psychs-là sabres, pardon. Et ils ont décidé aussi d'en créer un à Orly, puisque Orly, aéroport international, le GIGN n'étant pas loin, mais étant suffisamment loin pour ne pas pouvoir intervenir rapidement. Voilà, puisqu'on a l'autoroute qui est constamment bouchée, ouais. Et même avec un gyro 2 tons, alors qu'on est à peine à 10-12 km à vol d'oiseau, on prend un temps monstre. Et en hélico? Et en hélico, c'est plus rapide, mais c'est beaucoup plus rapide. Faut avoir les autorisations de vol pour Orly? Alors non, l'avantage c'est qu'il y a l'aéroport de Villacoublay qui est juste à côté, donc ça leur permet, mais il faut quand même faire décoller l'hélicoptère, l'amener sur Satori, charger les bonhommes, et après aller à Orly. Donc on a quand même un délai d'action de 25 minutes. Ouais. Voilà. Ça va. C'est raisonnable. Mais l'idée c'était de créer une unité d'intervention qui est sur place. D'accord. En attendant, justement, en cas d'attaque terroriste, en attendant le GIGN, si le problème n'a pas pu être traité avant leur arrivée. Et il y a eu une attaque terroriste à Orly? Ça, c'était sur les sentinelles? Oui. C'était une femme qui s'était faite étrangler et menacée avec un couteau, de mémoire? Alors, tout à fait. Alors, en fait, c'était avec un pistolet. C'était de mémoire le 18 mars 2018. Oui, c'est ça. 17 mars 2018, bon, il faudra vérifier sur les articles de journaux, mais ouais, effectivement, donc ça faisait quelques mois à peine, hein, donc où j'intégrais cette unité, où l'unité venait d'être créée, donc d'où la pertinence de la part du commandement de la gendarmerie d'avoir créé cette unité, puisque effectivement, c'est arrivé juste quelques mois après. Une personne qu'on qualifierait maintenant de déséquilibrée, hein, qui a fait un péril meurtrier, qui tentait un péril meurtrier, puisque auparavant, un peu plus tôt dans la matinée, il avait tiré sur un policier en région parisienne, puis a été allé dans un bar aussi menacer des clients avant de finir à Orly et saisir avec un pistolet donc une patrouille de sentinelles, une militaire. Et j'avais donc un de mes amis qui patrouillait juste à ce moment-là, en patrouille psyg pédestre sur l'aéroport, à 150 mètres de l'événement. Mais le militaire sentinelle qui était présent a neutralisé donc, le preneur d'otage à l'aide de son FAMAS. Donc autant dire qu'il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot. Donc content que ça se soit terminé comme ça, puisqu'il n'y a pas eu d'autres décès que celui de l'auteur. Mais petite frustration pour l'équipe qui était présente sur place. Et après, il y a eu quand même là aussi une grosse... j'ai en mémoire un gros événement en fait, suite à ça, puisque on nous appelle. Moi à ce moment-là j'étais chez moi, on est en début de matinée et on nous dit voilà une attaque terroriste à Orly, et j'étais pas censé travailler, mais comment on reçoit l'alerte, tous ceux qui sont présents y vont. Donc il y a une quinzaine de gendarmes du PSIG Sabre qui vont donc sur Orly Nord, qui est Orly 4 maintenant. Et quand j'arrive à la caserne, le commandement est encore là. Il dit écoute Sam, tu vas avec Christopher, et puis tu vas sur Orly Est, et puis tu vas sécuriser la zone.
Voilà, parce qu'il peut très bien y avoir Oui, quelqu'un d'autre, on sait pas. 3 ans avant, on se souvient ce qui s'était passé avec en Seine-Saint-Denis avec l'hypercachère, donc il peut y avoir un multiple attentat. Donc on y va avec donc le collègue et un gendarme adjoint présent. Et là, on voit que tout se... Oui, qu'il n'y a rien. Voilà, tout est calme en fait sur cette zone. Et on reçoit l'ordre de confiner les personnes à l'intérieur. Parce que la zone extérieure n'est pas sécurisée encore. Oui. Bon, c'est des mesures de précaution. On ne sait jamais ce qui peut se passer et c'est toujours chiant pour les personnes qui sont sur place, mais bon, c'est une mesure de précaution. Je m'exécute à ce moment-là, effectivement. Donc, j'obéis aux ordres et donc on interdit pendant quelques minutes l'accès aux extérieurs. Les gens ne comprennent pas trop. Et j'arrive après à l'intérieur, donc pour s'assurer justement qu'il n'y a pas une autre présence, une possible attaque terroriste. Surtout qu'à ce moment-là, on avait fait un panel des endroits à risque. Il y avait plusieurs endroits à risque pour commettre des attentats. Et je m'aperçois qu'il n'y a plus aucun personnel, en fait, dans l'aéroport. Donc les gens personnel de l'aéroport ? De l'aéroport sont absents. Donc plus personne dans les commerces, plus personne au niveau des guichets. Et les gens qui viennent nous voir, mais pourquoi il n'y a personne ? Donc certains s'aperçoivent déjà qu'il se passe quelque chose sur l'autre aéroport, et d'autres sont dans la méconnaissance totale. Et on a à peu près 3000 personnes à ce moment-là. Et je me dis quand même, c'est chaud, parce que s'il y a un individu il y a une autre personne qui veut commettre des attentats, bah, tout le monde est regroupé. Donc en fait, vous vous retrouvez à faciliter le travail de... Exactement. Et j'essaie de communiquer par radio à ce moment-là. La radio est saturée. La radio est saturée puisque le premier, l'attaquant a été neutralisé il y a à peu près 25-30 minutes grand maxi. Donc c'est saturé complet. Il y a des tas de choses qu'on trouve étranges à ce moment-là, des tas de choses que les gens trouvent suspects. Sur l'autre côté, on dit qu'il y a un autre terroriste a été vu. Il y a même des descriptions. Donc voilà, il y a une confusion totale. Et les gens commencent à paniquer et se rassemblent en fait autour de nous. C'est normal. Il faut quand on est dans un aéroport, si on trouve pas de personnel, on trouve pas d'agents de tel ou de Air France ou je sais pas, professionnel de l'aéroport, on veut une réponse à nos questions et surtout pourquoi on peut pas sortir. Et donc là s'agglutine autour de nous plusieurs centaines de personnes. Donc je me décide à communiquer puisqu'ils sont dans l'inquiétude, à les rassurer surtout. Et donc je monte comme ça sur un comptoir et je m'aperçois que en fait il y a un danger réel. Il y a un danger réel à ce que parmi eux il puisse y avoir quelqu'un, pourquoi pas, avec un objet, une arme ou une bombe. Et c'est là où je pense, tu me parlais tout à l'heure d'expérience, c'est là où c'était pour moi, je pense, l'expérience la plus intense de ma carrière, c'est-à-dire que c'est pas une expérience où on a tiré, où on a fait ci, on a fait ça, mais c'est de sentir un danger non identifié, de pas savoir ce qui peut se passer. Voilà, et avec un ordre qui me semble à ce moment-là contraire au bon sens. Et j'ai une dame qui s'approche de moi et qui me dit « Excusez-moi ». Et là, elle me dit ce qui pouvait arriver de pire. J'ai une personne là qui est sortie de l'ascenseur du bas, qui a posé un colis là-bas. Je vois le colis quand elle me le montre. Et qui a mis sa capuche et qui est parti en courant. Donc là, je te cache pas, Benjamin, que j'ai une chaleur qui est montée du bas du ventre jusqu'en haut. Et je me dis, là, ça pue vraiment. Donc je demande en fait immédiatement aux gens, de toute façon je peux pas avoir de communication radio, donc il y a des décisions qui doivent être prises à mon niveau, à mon humble niveau, immédiate. Donc je demande aux gens immédiatement de se séparer avec calme, de faire des îlots de 10 ou 15 personnes
pas plus, et de vous séparer d'une vingtaine de mètres. En cas d'une explosion, tout ça, ça suffit pas. Mais ça évite quand même d'avoir comme ça un millier de personnes qui est agglutiné autour de nous. J'ai du mal à me faire entendre, il y a beaucoup de personnes, et un personnel était resté de l'aéroport, un vigile, qui était là à côté de moi, et il voit que, vu le brouhaha, impossible de se faire entendre, puisque les micros sont pas activés. Et il me fournit un cône de Lübeck. Donc un cône de Lübeck orange. Ah, les cônes pour la route. Pour la route, et du coup, tu l'as mis contre ta bouche. Exactement. Pour amplifier. Donc j'ai pu me faire entendre auprès de ces milliers de personnes qui est là présent, dire de faire des îlots. Et les gens eux-mêmes disent, mais on va pas rester là. Et effectivement, ils ne peuvent pas rester là. Donc je demande à l'agent de rester là tranquillement pendant que je vois pour s'il y a des zones de sortie possibles, puisque les zones, les portes automatiques ont été verrouillées, fermées automatiquement. Donc je m'apprête à voir pour une issue de secours. L'issue de secours était fermée. À ce jour, j'ai pas la réponse. Pourquoi ? Mais en tout cas, donc j'ai à ce moment-là pas trop de solutions. Je me dis, si je pète l'issue de secours, c'est du verre sécurité. Je peux pas le péter comme ça. Et si c'est même en tapant dessus, ça va pas le faire. Et si tu tires dedans, tu auras des problèmes pénaux. J'aurai des problèmes. J'aurai moi un problème aussi auditif. Et il y a quand même une foule qui est à côté. Un coup de feu, ça va les faire paniquer, même s'ils sont prévenus avant. Et il va y avoir un effet de masse qui va venir et venir s'agglutiner sur la seule sortie. Donc, après, pour les oreilles, un petit tir en 9 mm, même en intérieur, ça devrait aller quand même. Oui. Ouais. Mais bon, j'essaie d'éviter. Bien sûr. J'essaie de trouver une autre solution. On va faire ça. mais au final, ce vigile ou cet ange à ce moment-là, je sais pas, avait tout un trousseau de clés et il les essaye. Et heureusement qu'il était là, a réussi à ouvrir cette porte-là. Et petit à petit, on a fait sortir les groupes par 10-15 personnes, et ils se sont mis sur le parking, comme ça. Et j'ai à ce moment-là un haut responsable, pas gendarmerie, donc l'honneur est sauf, je tairai l'identification de l'institution qui était représentée là, qui me demande, mais qu'est-ce que vous faites ? Donc je lui explique, je lui dis, voilà, ces personnes sont à l'intérieur, il y a un risque, et puis il y a surtout un colis, tout ça. Et elle me dit, mais non, là, on n'a pas complètement sécurisé l'extérieur, les parkings. Bon, les parkings, c'est un parking. Il y a du monde partout sur les parkings, il y a des forces de l'ordre, et on n'est que 3 à ce moment-là, nous, dans l'aérogare. Donc il n'y avait pas du tout une preuve de bon sens à ce niveau-là. Et donc, c'est vrai que son adjoint m'invite à de les faire rentrer à nouveau. Je dis, ça n'a aucun sens. Donc, on a fait la sourde oreille. Une fois sorti, c'est trop tard dans tous les cas. Ils auraient refusé l'ordre et mais bien ça n'a pas fonctionné. Ok. Donc, une expérience vraiment marquante pour toi de vivre ça, de devoir prendre la bonne décision, le stress de pas prendre la bonne décision, de te dire potentiellement en fait tous ces gens-là meurent à cause de moi, de perdre la vie aussi toi si tu te places au mauvais endroit selon ce qui se passe, donc un stress qui t'a envahi. Et pour toi, l'expérience la plus marquante opérationnellement de ta carrière ? Ouais, c'est ça, parce que les autres finalement, je dirais le cliché de une personne est en face, est armée, etc. On la voit, on l'identifie. Et là, justement, on sait pas d'où ça vient. Voilà. Et puis souvent, on a du monde à côté de soi. On a du monde, on a l'équipement, etc. Et là, on est sur une situation où il y a une foule massive, il y a un danger non identifié. Il y a ce qu'on redoute qui arrive, en fait, ou du moins on suspecte que ce colis peut être effectivement une bombe. Après, les artificiers sont venus, les démineurs, et ont fait péter le colis, et au final non, il y avait rien dedans. Voilà, coïncidence peut-être, en tout cas, mais bon, plus de peur que de mal, mais à ce moment-là on sait pas, et on va pas mettre le nez dedans pour voir ce qu'il y a dedans. Clairement. Donc donc une expérience très
très sympathique après coup, mais pas pendant. Oui, après on est soulagé, c'est fini, c'est Ouais. bon. Et après ça, qu'est-ce que tu as pu faire comme mission avec le Psyg Sabre? Est-ce que ça a été épanouissant au quotidien? Ouais, c'était le milieu de l'aéronautique, c'était un milieu que je découvrais. En fait, Mais donc c'était toujours pour l'aéroport seulement? Ouais, alors on faisait des interventions au moins une fois par semaine en extérieur, Ok. en renforçant des unités, voilà, le PSIG Palaiso, des unités opérationnelles qui étaient en extérieur, ou alors en lien avec les sections de recherche ou brigades de recherche de la gendarmerie de transport aérien. On travaillait aussi pour eux. Donc, parce que là aussi, il y a du trafic de drogue aussi dans les aéroports. Oui. Donc, en lien avec eux, on procédait aussi à certaines interpellations. Mais quand on n'était pas en phase d'arrestation domiciliaire le matin à 6h, on était en phase de sécurisation du site de l'aéroport, qui est très vaste. C'est 30 000 employés. Hein. C'est énorme. Des kilomètres et des kilomètres de galeries avec des choses très surprenantes dans les galeries. Bien sûr, des caches pour de la marchandise. Et non, c'était vraiment un milieu très intéressant. Quand tu dis des caches pour la marchandise, tu parles de caches au niveau de l'aéroport que les employés vont utiliser pour cacher. Ouais, complètement. Ouais. Okay. Ouais, derrière des tuyaux, derrière des vannes, dans des tableaux. Ouais, d'accord. Il y a beaucoup de cachettes possibles. Et donc vous avez arrêté, j'imagine, des employés de l'aéroport qui participaient à ce trafic-là aussi? Oui, c'était une des missions. C'est pas notre mission première. Hein. Nous, on était sur la sécurisation antiterroriste, mais dès qu'on découvrait quelque chose, on faisait appel après à la brigade, donc la gendarmerie de transport aérien, qui faisait son enquête. Et après, en fonction du volume, faisaient eux-mêmes appel à soit la brigade de recherche ou la section de recherche au niveau supérieur. Ok. Donc, et il y a beaucoup d'employés comme ça arrêtés Alors, heureusement non, pas tout le monde, mais c'est très compliqué, je pense pour l'aéroport lui-même de filtrer chaque employé. Hein. Il y a surtout qu'il y a pas que les employés de surface. La majorité des employés en fait sont souterrains. C'est ceux qui rangent les valises, ceux qui font tout l'entretien logistique et de nettoyage de l'aéroport. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais. Donc, 30 000 personnes, je m'y attendais pas. Ouais. 30 000 personnes, enfin. C'est gigantesque. C'est un quart de l'armée de terre, quoi. C'est énorme. C'est juste pour un seul aéroport. Ouais, pour un seul aéroport, ouais. Sincèrement, moi j'aurais peut-être dit 5 000, quelque chose comme ça. Ok, 30 000 personnes. Qui gravitent dedans et autour. Ouais. Et donc ça, tu le fais pendant 3 ans? Oui, c'est ça. 3 ans. Et après ça, tu passes sur du pilotage de drone? Pendant ce temps-là, les facilités m'ont été accordées pour passer différentes qualifications liées à l'aéronautique, la sécurisation des aéroports aussi, et notamment le pilotage de drone. Effectivement, pilotage de drone, puisque la menace drone arrivait à ce moment-là aussi avec la technologie drone en France, et il fallait pouvoir la contrer. Donc on était la première en gendarmerie, la gendarmerie de transport aérien, et notamment Orly, à prendre à bras le corps le problème drone. Okay. Donc que ce soit dans la capacité de surveillance, ce qui est compliqué sur un aéroport, parce qu'on ne peut pas faire survoler des drones sur un aéroport, mais surtout de les contrer. De contrer un drone. Il faut savoir qu'on s'occupait beaucoup d'un pavillon qu'on appelle le pavillon d'honneur, qui accueille les grandes autorités, les présidents des pays extérieurs viennent souvent sur Orly. Il faut sécuriser toute cette zone de menaces drone. Donc on testait des appareils faits par nos grands industriels. Comme pistolets électromagnétiques, filets, les faucons ou vous avez pas... On n'a pas testé les faucons, mais je crois que ça a été un peu arrêté parce que les oiseaux se font blesser. Ouais, c'était ça. Et du coup, c'est trop d'entretien des animaux, c'est pas assez fiable. Et en fait, les animaux sont très fiables, mais à chaque fois, ils sont blessés. Donc, il me semble que l'unité qui faisait ça en France, ils ont arrêté et ça se fait plus trop. Ouais, tout à fait. Ça a été testé. Ouais. Mais c'est vrai que c'était efficace. C'est efficace, mais bon. Et après ça, t'es parti donc sur complètement autre chose, sur de l'enquête judiciaire. Alors ouais, juste avant, je suis parti parce que ma famille, ma femme a réussi à avoir une mutation à Saint-Malo. Ok. Et donc elle a été mutée là-bas, dans la fonction publique, et
voilà, du coup, je restais sur Paris. Et je lui avais dit, tu m'as suivi jusqu'à maintenant, à droite, à gauche. Maintenant, il est temps que je te suive et où que t'ailles, c'est beau. Je te rejoins. Donc voilà, là, elle a cette belle opportunité d'aller dans un bel endroit comme ça. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Donc, j'ai fait un petit saut de puce avant à Rennes, puisqu'il y avait une place immédiatement au Psych de Rennes qui était disponible. Super. Donc, j'arrive au Psych de Rennes. J'ai passé une année formidable. Le Psych de Rennes, vraiment, je le recommande encore. C'était quoi les missions principalement au Psych de Rennes ? Elles sont très variées. Pour le coup, je pense que c'était les missions les plus variées que j'ai pu avoir, puisqu'on va sur la sécurisation de l'agglomération rennaise, donc toute la banlieue qui est autour, puisque Rennes, à proprement dit, c'est un territoire police, mais toutes les petites banlieues qui est autour, c'est gendarmerie. Donc, il y a de quoi faire. Des interpellations domiciliaires. Et vous allez sur Bru aussi ? Ouais. Ok. J'étais à Bru, moi, au 2e Hermat, donc... Je passais un an là-bas. Ah, ok, d'accord. Petite ville sympa, mais il pleut trop par rapport au sud. Ah, c'est vrai, là, ça reste la Bretagne. Ça reste la Bretagne. Alors, voilà. Et c'est vrai qu'à Saint-Malo, pour le coup, ça casse un peu cette idée, parce que les communes qui juxtaposent le littoral, elles sont un peu plus ensoleillées que la moyenne. Mais le bord de mer de Bretagne est beaucoup mieux parce que la pluie va être très rapide et après les nuages poussent sur les terres. C'est ça. Par contre, le milieu des terres de Bretagne. Ouais, c'est pas une légende. Ah oui. Et donc après ça, Saint-Malo. Et à Saint-Malo, enquêteur judiciaire. Voilà, c'est ça. Saint-Malo, donc j'essaie d'avoir une place dans une unité toujours d'intervention puisque c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'aimais. Je vois que Saint-Malo est bouché parce que les personnes qui y sont bien. Et restent jusqu'en général jusqu'à leur retraite. Et il y a aussi il y a un psy là-bas ? Oui, il y avait un psy. Il y a aussi un psy. Il y a un psy aussi là-bas, donc les places étaient très rares. Et on me dit, écoute, si tu rejoins ta famille, il n'y a qu'une seule solution, c'est la brigade. Ok. Donc la brigade, c'est du judiciaire, chose que je n'ai jamais fait. Donc j'avais à ce moment-là 21 ans de gendarmerie et pas une procédure. Je n'ai pas fait une procédure, même pas un PV. Ok. Ouais. Donc c'était vraiment pas ma tasse de thé. Et j'ai pris ça comme un défi. Je dis, soit je continue les allers-retours, je reste dans ce que j'aime, au Psych de Rennes. Super équipe, super boulot. Par contre, ça me fait des allers-retours et puis mes enfants me voient moins, avec des permanences à la semaine. Soit je fais le choix de relever ce défi et de faire quelque chose que je ne maîtrise pas et pour lequel je suis pas à l'aise, clairement. Donc, je me dis, de toute façon, qu'est-ce que je risque ? Au pire, j'aurai du mal, et puis je m'adapterai. Complètement. Voilà, c'est ça. Et puis ma famille sera contente, je serai présent sur place. Mais je partais déjà sur cet objectif aussi de 3 ans. Souvent, mes mutations, c'était 3 ans, en Rennes, où ça n'a duré qu'1 an. Mais au-delà de 3 ans, je m'aperçois que je me lasse, j'ai envie de nouveau. Et donc je pars sur cet objectif de 3 ans de brigade et j'intègre donc la brigade de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, juste à côté de Saint-Malo. Donc Saint-Malo est encore une fois un territoire police et il y a 17 communes autour de Saint-Malo et on s'occupait de ces 17 communes avec la brigade de Cancale. Et là, métier complètement nouveau. Fini défoncer les portes à 6h du matin, on est derrière un ordinateur et on accueille les gens, on les écoute, on recueille leurs plaintes, on enquête dessus et ça s'enchaîne par dizaines chaque jour. Enquêteur judiciaire, en fait, c'est le gendarme de base qui reçoit les plaintes, qui travaille dessus. Ouais. C'est pas comme la police judiciaire avec des enquêtes poussées, on vient faire les relevés d'empreintes, tout ça. Alors tu fais tout ça. Le métier du gendarme, c'est la totale. Est très polyvalent. C'est sa force et aussi sa faiblesse. Alors, c'est sa force, là je parle vraiment pour nous. Mais il y a aussi la gendarmerie scientifique qui, elle, va faire que la partie analyse. Ouais, tout à fait. Poussée sur une scène de crime, clairement. Ok. Voilà, sur une scène de crime. Mais pour je vais pas dire le tout venant, mais pour les actes de délinquance, on parle d'un cambriolage, de coups et blessures, où il n'y a pas une notion de criminel. C'est le gendarme brigadier en brigade, donc qui va tout faire. Et c'est ce que je dis, c'est vraiment sa force et sa faiblesse. Pour nos auditeurs, je pense que c'est une force parce que ça demande une extrême polyvalence. Il faut être capable de faire beaucoup de choses.
Mais maintenant, faut pas se voiler la face. Quand on fait beaucoup de choses, c'est difficile de les faire toutes Bah bien. ouais. Donc, je prends l'exemple de la police. En police, j'ai de nombreux amis en police. Chacun a son domaine. Chacun a son domaine. Ils sont en général assez bons dans leur domaine. Voilà, assez compétents. Un qui va justement recueillir des plaintes, l'autre qui va plutôt faire les enquêtes, l'autre qui va être spécialisé dans les vifs, les violences intrafamiliales, l'autre sur tout ce qui est peut-être attouchement sexuel sur mineurs, l'autre ci, l'autre ça. Voilà. Le gendarme, lui, il fait tout. Ouais. Donc c'est un sacré défi, surtout qu'on n'est pas dans ce milieu. Donc ça a été beaucoup de travail, beaucoup de remise en cause personnelle. Et puis moi qui n'aimais pas, souviens-toi à la base, le scolaire, tout ce qui était écrire, refaire. Ah bah là j'ai dû m'y mettre. Donc la première année a été dure. C'était sûrement la plus dure professionnellement de toute ma carrière. Voilà, c'est cette année de apprendre à faire une procédure pour qu'elle soit carrée, afin qu'elle soit pas cassée par le premier avocat qui vient et que la personne qui aurait pu être condamnée à cause d'une bonne procédure ne le soit pas. Donc ça a été une belle remise en cause qui m'a permis de progresser dans d'autres domaines autres que les techniques d'intervention ou le domaine physique, qui était dans un domaine beaucoup plus cérébral. Carrément. Au cours de toutes ces expériences que tu as eues, qui sont quand même très variées, après pas mal dans l'opérationnel, mais très variées dans la gendarmerie, qu'est-ce qui t'a le plus plu, qu'est-ce qui t'a le moins plu en une phrase à chaque fois? Alors, j'ai commencé par ce qui m'a le plus plu, c'est ce côté adrénaline, c'est-à-dire que je ne savais jamais si aujourd'hui ce qui allait pouvoir me tomber dessus, que ce soit d'ailleurs en unité opérationnelle ou judiciaire. Sauf qu'en unité opérationnelle, on avait cette adrénaline de l'action. Par contre, au niveau judiciaire, c'était une adrénaline, et c'est peut-être ce que j'ai le moins aimé d'ailleurs en gendarmerie, ça va de pair. C'était en fonction de ce qui allait pouvoir me tomber dessus comme affaire, des procédures qui pouvaient me prendre des heures, voire des jours, et qui pouvaient être brisées en quelques instants suite à une erreur de procédure. Donc là, ça m'engendrait un stress qui n'était pas celui que j'aimais, qui n'était pas celui de l'action, qui était celui d'une vigilance accrue. Donc voilà, c'est à la fois cette adrénaline de l'imprévu qui a fait que c'est ce que j'ai aimé le plus en gendarmerie, et aussi qui était à certains moments peut-être le plus lourd. Je comprends. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui s'engagerait maintenant pourrait avoir à peu près la même carrière que toi? Oui, sans problème. Et c'est quoi les qualités, les 3 qualités qu'il faut pour réussir à avoir ce type de parcours aujourd'hui? Alors, la première, je dirais, c'est la discipline. La discipline, c'est voir ses manquements, et là où il y a manquement, instaurer une solution au problème et y travailler régulièrement, sans attendre. Ça va de pair avec un deuxième conseil. On ne travaille pas là où on est très bon. Ça, je parle pour moi, après chacun fait comme il veut, mais plutôt là où on est mauvais, surtout pour un gendarme. Parce qu'un gendarme, c'est un couteau suisse. Voilà, on ne demande pas. On peut être ultra spécialiste, mais le début de la carrière d'un gendarme, c'est être très polyvalent. Donc si vous voyez, pour nos auditeurs, si vous voyez que vous avez des faiblesses dans un niveau, il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Il faut au contraire y aller à bras le corps. Moi, j'ai des problèmes en français, j'avais des problèmes pour écrire. J'en ai mangé des dictées. J'en ai mangé. Et quand je pensais que c'était fini après le concours, en judiciaire, j'en ai remangé de nouveau. Il a fallu que j'en refasse, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des fautes d'orthographe à chaque phrase. C'est pas possible. Donc voilà, n'ayez pas peur de vos faiblesses, mais au contraire, affrontez-les, travaillez-les. Vous serez peut-être jamais excellent dans vos faiblesses. C'est-à-dire que peut-être vos faiblesses ne seront pas deviendront jamais un atout, mais en tout cas, vous allez pouvoir les réduire. Il faut de la régularité. Donc discipline, régularité, et la troisième chose, capacité de remise en cause. Soyez toujours capable de vous remettre en cause. Si une personne vous dit quelque chose, il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant. Maintenant, si une autre personne vous dit la même chose, attention, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut être capable d'introspection et de se remettre en cause et de travailler là-dessus. Carrément, complètement. Ça, c'est un point, moi, qui m'a un peu bloqué dans l'armée à un moment où
où j'ai pu mal vivre certaines choses qui se passaient, qui n'étaient pas normales, hein, mais du coup, j'ai eu du mal à me remettre en cause, à me remettre en question. Et aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que j'ai complètement changé d'avis sur ce qui a pu se passer, sur différentes choses. Et c'est très important de réussir à se poser, se mettre face à un mur et se dire, tiens, pourquoi on me dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Et réussir à travailler là-dessus. Aujourd'hui, toi, tu as quitté l'armée depuis 3 ans maintenant. Ouais, tu as fondé Sparteam et tu fais du coaching. C'est quoi concrètement ce que tu fais? Qui est-ce que tu aides? Comment est-ce que tu as fondé ton entreprise et dans quel but? Alors, Sparteam Coaching, voilà, que j'ai ouvert il y a 2 ans. C'est du coaching individuel et du coaching de groupe. Alors, le coaching individuel, ça va du coaching des plus classiques, perte de poids, prise de masse musculaire, technique pour performer dans le sport. Et un coaching un peu plus spécifique, qui est la préparation au concours des armées, police, gendarmerie, pompiers, et aux unités d'élite. Donc ça, c'est la partie vraiment coaching sportif. En physique? En physique. 100% physique? Ouais. Alors, pour certaines personnes, je peux faire un peu de coaching en ligne, mais encore une fois, ma nature, comme je peux te le dire, être derrière un ordinateur, c'est pas mon truc. Donc, je préfère vraiment travailler en local. Alors, je l'ai fait, comme me l'a demandé, ouais. Mais voilà, je préfère travailler en face à face. Et après, on a du coaching de groupe, donc qui est de type des team building, ciblé pour les entreprises, où à travers ce passé militaire, je vais proposer certains services et des bootcamps. Donc voilà, Sparteam propose 3 types de bootcamps qui sont possibles aussi pour les entreprises. On a un bootcamp terre, donc inspiré de l'armée de terre, tout simplement. Un bootcamp mer, inspiré de la marine, avec des partenaires qui ont des Zodiac typés commando. On va faire on va apprendre, en fait, à travers une mission fictive, en lien avec l'entreprise existante, l'entreprise civile. Il y a tout un scénario qui est élaboré. Il y aura une mini-formation simple, mais efficace, assez militaire, on va dire. Il ne s'agit pas d'en faire des militaires, mais d'avoir une rigueur et une méthode. Et après, on va faire vivre ce que les gens vivent finalement derrière un écran, à travers des jeux vidéo, à travers des films, des séries. Les gens regardent des films d'action, des films de genre de policiers, de course-poursuite ou de guerre. Mais là, de manière toujours fictive, mais dehors, sans danger pour eux et ni pour l'entourage, ils vont pouvoir vivre ces choses-là. Donc on va débarquer, il y aura des prises à partie avec des plastrons, tout ce qu'on veut comme fumigène, artifice pour créer une ambiance. Avec des répliques d'airsoft, donc aussi, les répliques d'airsoft. Okay. Il y aura des protections, tout le monde sera protégé, mais ils vont devoir accomplir dans leur mission la finalité du parcours. Super. Sur les parcours d'embûche. Et le 3e bootcamp, c'est R ou c'est R. Ouais, tout à fait. Comment vous le faites, du coup, R? Le même concept avec des avions. En fait, j'ai un partenaire à Rennes, il y a un aéroport donc, qui a des avions. C'est un partenaire, c'est Air School, qui fait une école de pilotage. Et donc, on a établi un partenariat ensemble pour faire des bootcamps pour les entreprises, où lui va les former en 1 heure au pilotage de manière théorique et après réellement ils font un vol d'initiation. Voilà, un vol d'initiation. Et pendant que celui qui pilote, les autres vont survoler une zone pour laquelle après il y aura la mission. Ils vont faire un dossier objectif. Et puis après ils arrivent, mission. Et vous faites pas parachutage? Faut l'ajouter, ça c'est jouable. Si tu es la 3e personne qui me demande ça, pourquoi pas? C'est jouable. Après, ce serait plus en tandem. Mais honnêtement, moi, ça me semble jouable. Après, faut calculer. Un vol en tandem, c'est 150 €. Si c'est pour 20 personnes que vous faites un prix de gros, honnêtement, je pense que ça pourrait faire une infiltration de mission sympa. Faut trouver assez d'instructeurs pour pouvoir le faire en même temps. Mais si c'est prévu en avance... Bon, en tout cas, super. Incroyable ce que tu fais. Je savais pas que tu proposais tout ça. Donc, on peut te retrouver sur Instagram, oui, c'est ça, sur les réseaux sociaux.
Oui, notamment Instagram. Effectivement, alors je suis pas, encore une fois, un des plus actifs sur les réseaux sociaux. Hein. J'essaie de diffuser une nouvelle par semaine, pas plus brève. Voilà, après, pour toutes les informations, ce sera sur mon site internet Sparteam Coaching. Très bien. Voilà, .fr. Et voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup Samuel pour ton partage, pour ton expérience. Merci. Pour toutes les informations sur Samuel, du coup, vous aurez en description le lien du site internet de Samuel. Et vraiment, merci. C'était un plaisir de découvrir ton parcours, de partager tout ça. J'espère que ce podcast vous a plu, que ça vous aura plu de découvrir l'expérience de Samuel. Pour ceux qui sont à Saint-Malo, qui veulent un coaching physique, bon, vous pouvez faire appel à Samuel. Après, vous savez, vous avez mes programmes dans la description. Après, à voir ce que vous préférez. Je vous laisse faire votre choix. Et si la vidéo vous a plu, pensez à la partager, mettre un j'aime, un commentaire, partager à vos amis. Et si vous nous écoutez, pensez à mettre 5 étoiles. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Abonne-toi. Force!